Bienvenue, professeur Merci Larocque. beaucoup. Tout d'abord, une question, puis je sais que ça va être difficile de répondre brièvement parce que c'est vaste, ça, mais c'est quoi les droits linguistiques? Bon, en effet, c'est une grande question. Les droits linguistiques, on peut caractériser ça généralement comme étant une forme de droits humains. Parmi tous les droits de la personne à laquelle on peut penser, les droits linguistiques font partie de cette famille-là. Donc, c'est des droits que l'État garantit aux membres d'une communauté linguistique pour leur offrir un certain montant de services étatiques dans leur langue. Donc, c'est la définition qu'on pourrait donner pratique, ce serait ça. Ça serait donc des garanties juridiques aux membres d'une minorité linguistique d'avoir accès à certains services dans leur langue. Puis, d'où viennent les droits linguistiques? Des exemples d'application, des lois, comment ça fonctionne? C'est quoi le cadre juridique pour les droits linguistiques? Il y a multiples facettes là, à cette question-là. Alors, les droits juridiques, principalement au Canada, viennent de la Constitution du Canada. Alors, il y a l'article 133 de notre loi de 1867, la fameuse Acte constitutionnel de 1867 qui a créé le Canada. Elle garantit, par exemple, que toutes les lois fédérales vont être imprimées dans les deux langues, vont être prises dans les deux langues. Et garantit la même chose au Québec. Le Québec doit adopter ces deux langues, des lois dans les deux langues depuis 1867. L'autre morceau important, c'est la Charte des droits et libertés qui, elle, date de 1982. Plus récente. Exactement. C'est cette charte-là, en 1982, qui a fait du Canada, en fond, un pays constitutionnellement bilingue. Le pays n'était pas bilingue officiellement avant ce moment-là. Et alors, les articles 16 à 23 de la Charte portent sur les droits linguistiques qui garantissent que le français et l'anglais ont statut juridique égaux devant les institutions fédérales, devant les cours fédérales et au Parlement. Et l'article 23 de la Charte, qui est vraiment, je pense, peut-être le droit linguistique le plus important, c'est la garantie constitutionnelle du droit à l'éducation dans la langue de la minorité. Alors, pour les francophones, hors Québec, c'est le droit d'aller à l'école en français. Pour les anglophones au Québec, c'est le droit d'aller à l'école en anglais sur les fonds publics. Qui est le droit le plus important, comme vous le soulignez, parce que ça veut dire c'est le droit de survivre dans sa langue maternelle, Exactement. Dans sa langue, surtout comme minorité linguistique pour ici en Ontario. La Cour suprême le répète presque dans tous ses jugements, les droits linguistiques, et peut-être ça vient rejoindre la première question, les droits linguistiques viennent chercher, dans le fond, l'identité même, l'existence même d'une personne. Quand on parle de la langue, tout passe par la langue. Hein? Nos ambitions, nos rêves, notre identité, qui on est, tout passe, dans le fond, par la langue. Et donc, il y a le plan individuel, c'est très important, mais il y a aussi une dimension collective, parce que les droits linguistiques se vivent en communauté. On ne parle pas une langue tout seul. C'est toujours avec d'autres membres de notre propre communauté qu'on vit nos droits linguistiques et qu'ils prennent tout un sens. Et la Cour suprême a dit que, dans le cas du Canada, parce que quand on remonte aux négociations qui ont mené à la création du Canada en 1867, c'était ça le compromis qui a été conclu par les pairs de la Confédération, c'est que les deux groupes linguistiques allaient vivre ensemble côte à côte. Et aujourd'hui, la Cour suprême nous dit que les droits linguistiques sont nécessaires à la viabilité de la nation. Le Canada, tel qu'on le connaît, ne pourrait pas exister en l'absence de droits linguistiques. Puis c'est ça qui est important d'expliquer à nos téléspectateurs, téléspectatrices, c'est le fait que c'est un cadre constitutionnel. Oui. C'est la Constitution qui est en droit, c'est la primauté du droit, c'est la Constitution qui c'est la loi suprême du pays. Exactement. C'est la loi suprême du pays. Et de cet encadrement constitutionnel-là, d'autres lois provinciales et fédérales ont été adoptées pour mettre en œuvre les droits. Et de loin, au fédéral, la plus importante, c'est la loi sur les langues officielles. Ouais. Que plusieurs des téléspectateurs se souviendraient que c'est Pierre Elliott Trudeau, alors qu'il était ministre de la Justice en 1969, qui a fait adopter cette loi-là et qui met en œuvre essentiellement la politique de bilinguisme qu'il y avait auparavant et aujourd'hui qui met en œuvre les droits constitutionnels du bilinguisme au sein des institutions fédérales, devant les cours fédérales, auprès du gouvernement, de recevoir les services, de pouvoir communiquer avec le gouvernement dans la langue de notre choix. Et aussi, il y a plein de dispositions là-dedans concernant le droit des employés fédéraux de pouvoir travailler dans leur langue. Dans leur langue, de leur choix. Ouais. Alors, ça, c'est la dimension fédérale. L'autre partie du cadre juridique qui touche... C'est la loi des langues officielles du Canada. Oui, c'est ça. Il y a plein de lois. La loi sur les langues officielles du fédéral est tellement importante.
Mais en Ontario, celle qui nous touche aussi le plus, c'est la loi sur les services en français que l'Ontario a pris. Oui, parce que c'est ça que j'allais poser rapidement, parce qu'on va devoir aller à une pause, mais parlons local. Ici, à Ottawa, je sais que la Constitution reconnaît le Nouveau-Brunswick comme une province officiellement bilingue, mais qu'est-ce qui arrive de la ville d'Ottawa? Est-ce que c'est une ville bilingue? La ville d'Ottawa n'est pas officiellement bilingue, dans le sens qu'il n'y a pas une loi qui oblige la ville d'être bilingue et d'offrir des services en français. Cela étant dit, la ville a une politique de services en français. C'est pour ça qu'on peut recevoir tous nos services de la ville d'Ottawa en français. Mais la différence, et là c'est important que les gens comprennent, la différence entre avoir une politique sur les services en français et être officiellement bilingue, c'est qu'une politique peut être abolie du jour au lendemain par le conseil municipal. Donc, il n'y a aucune garantie de pérennité ou de continuité de nos droits. Donc, c'est un peu fragile. Donc, ça n'a pas force de loi. Exactement. Pas... C'est une politique qui dirige l'administration sans l'obliger nécessairement à offrir ces services-là. Cela étant dit, on est chanceux. On a une ville en ce moment qui nous offre des services en français. Mais toujours est-il, il faut que les gens les demandent, ces services-là. C'est la chose la plus importante avec les droits linguistiques, il faut savoir, c'est que les gens pour qui ces droits-là existent, souvent, on est les derniers à les demander. Alors, les droits existent pour nous servir, nous, en tant que francophones, et ces droits-là, pourtant, ne sont pas toujours revendiqués par les bénéficiaires de ces droits-là. Autrement dit, ça veut dire conseil pratique, si vous avez des services à demander à la ville, on est francophone, tu les demandes en français. Toujours. Même si on parle anglais comme minorité linguistique, il faut demander nos services en français. Exactement. C'est pas parce qu'on est bilingue qu'on n'a pas droit à être servi dans notre langue maternelle. Ouais. Puis c'est ce que la politique de services en français de la Ville d'Ottawa nous offre comme possibilité, c'est cette possibilité-là d'être servi en français. Donc, de démontrer la viabilité, la nécessité des services en français, ça passe par l'utiliser, nous, comme c'est primordial. C'est clair, c'est tellement important que les gens utilisent ces droits-là parce qu'en bout de ligne, si personne les demande, les services en français, parce que ce n'est qu'une politique, donc il n'y a aucune obligation formelle de les offrir, ils peuvent disparaître. Ils peuvent disparaître. Donc, toujours sur cette thématique, en Ontario, est-ce qu'on peut recevoir des services en français, comme par exemple partout dans la province? Comment ça fonctionne? Alors, il y a 3 secteurs dont on peut parler. Les services en français du gouvernement qu'on reçoit, et ça, c'est la loi sur les services en français qui encadre ça. Il y a la justice, on peut parler de ça, et on va parler de l'éducation aussi. Oui. Alors, parlons d'abord des services en français. La loi sur les services, depuis 1986, nous garantit que lorsqu'on communique avec le siège central du gouvernement de l'Ontario, dans un ministère quelconque, que ce soit le transport, que ce soit la santé, on a le droit de communiquer avec le gouvernement en français. Lorsqu'on va à un bureau, à un comptoir de service, et là, on va avoir droit aussi aux services en français au bureau qui se trouve dans les zones désignées. Alors, la loi service en français identifie 25 zones. Ça, c'est le concept de région désignée, c'est bien ça? Des régions désignées, exactement. Okay. Des régions désignées, il y en a 25 au terme de la loi service en français, qui couvrent à peu près toutes les régions où les Franco-Ontariens habitent, dans le fond. On parle de l'Est, on parle du Nord-Est, un peu dans les zones centrales, un peu dans le Sud-Ouest, dans le coin du Bunzar, etc. Donc, ce sont les régions désignées, les zones désignées où est-ce qu'on a le droit d'avoir des services en français, des bureaux du gouvernement de l'Ontario qui se trouvent dans ces régions-là. Et c'est... Où démographiquement, il y a les plus grandes communautés franco-ontariennes. Exactement. C'est ça? Une zone désignée, lorsque la loi a été créée, ça veut dire des régions où ce que 10 % de la population est franco-ontarienne, ou encore, ou si c'est dans un centre urbain, comme la ville d'Ottawa, qui est sa propre zone désignée, faut qu'il y ait au moins 5 000 habitants qui parlent français. Et là, on obtient la désignation au terme de la loi, ces services en français, et le droit donc d'avoir ces services-là en français. Alors ça, c'est pour le secteur service. Je peux continuer, si vous voulez, en parlant de la justice. Alors la loi sur les tribunaux judiciaires nous dit que le français est la langue officielle de la justice en Ontario, avec l'anglais, évidemment. Donc l'anglais et le français, ce sont les langues officielles de la justice, et on a le droit donc de demander un procès bilingue. On n'a pas droit à un procès en français, on a droit à une instance bilingue. Ça veut dire qu'on a le droit de demander à la Cour d'entendre notre cause par un juge qui parle français, qui est capable de lire les documents dans une langue ou dans l'autre. Et c'est ça qui est garanti avec la loi sur les tribunaux judiciaires. Et c'est depuis quand que cette loi existe? Depuis 1984. C'est là où la loi sur les tribunaux a été modifiée. Donc, avant même l'existence de la loi sur les services en français, on avait le droit, on a le droit en Ontario à ces instances judiciaires bilingues-là
en ce qui est trait au civil. Donc, c'est quand même assez récent. Là. On ne peut pas prendre pour acquis que ça a toujours existé. Là. Effectivement. Il faut avouer qu'avant les années 70, l'Ontario était à peu près unilingue anglophone. Il n'y avait rien qui était fait sur le plan de l'État, de la province, pour nous garantir nos droits linguistiques. Et à partir des années fin 70, début 80, il y a eu un mouvement pour la francisation de l'Ontario qui se poursuit encore aujourd'hui. Qui continue, qui est en pleine évolution. Qui est en pleine évolution. Au cœur de cette problématique, cette question-là de l'importance de protéger notre droit, c'est surtout le droit à l'éducation. Oui. Puis la question qui est souvent posée, c'est est-ce que j'ai le droit d'envoyer mon enfant dans la langue de son choix? Donc, effectivement. Alors, tantôt, on a parlé de la Charte des droits et libertés et l'article 23 qui garantit ce droit-là. Alors, en Ontario, on est chanceux, les Franco-Ontariens, on a droit, on a des conseils scolaires francophones, et donc on peut envoyer nos enfants à une école, pourvu qu'on habite dans un centre, dans le fond, où il y a des écoles francophones. Et si on a accès à ces écoles-là, dans le sens qu'elles sont proches de nous, qu'elles soient catholiques ou séparées, ou privées, dans le sens ou public, c'est le terme, public, pardon. Catholique ou public, évidemment, on peut envoyer nos enfants à ces écoles-là. À ces écoles. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Ouais. Puis là, on ne rentrera pas dans des comparaisons, mais c'est différent dans la province de Québec. Oui, c'est un régime très différent au Québec et plus complexe en vertu de la loi 101 que le Québec fait. Ouais. Le Québec tente à préserver le français, ouais. Même si c'est la langue de la majorité. Le Québec prend des mesures actives pour protéger le français parce que c'est une langue minoritaire à l'échelle du continent. Alors, la province, alors tout ça, ça crée une dynamique fort différente. Mais effectivement, au Québec, on a le droit d'aller à l'école en anglais si on est un anglophone de langue maternelle. Mais c'est ça, avec la loi 101, la chose se complique un peu près. Ça se complique. Ouais. Puis peut-être, vitement pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, au niveau de la Constitution. Est-ce que la Constitution force de loi bilingue? Est-ce que c'est quelque chose de bilingue, notre Constitution? C'est une excellente question, Gary. Puis, je pense que les Canadiens vont être étonnés d'apprendre que la Constitution du Canada elle-même, notre loi suprême, même si elle garantit nos pleins droits linguistiques, puis elle est faite du français une langue officielle du pays, le texte de la Constitution n'est pas disponible dans les deux langues. Autrement dit, la Constitution n'est pas officiellement bilingue. Alors, quand on parle de la Constitution, les gens pensent souvent à un document qui, voici la Constitution du Canada. En fait, au Canada, la Constitution du pays, c'est 30 documents. C'est 31 documents, pour être précis. Et sur ces 31 documents-là, qui viennent de sources différentes, il y en a qui datent de 1867, qui viennent de l'Angleterre. Il y en a que c'est des documents que nous, on a adoptés ici au Canada, se trouvent de sources multiples et de langues multiples. Et sur les 31, si je ne me trompe pas, il y en a 9 seulement qui sont pris dans les deux langues. 9 seulement? 9 des 31 documents constitutionnels du Canada qui existent en français et en anglais. Les autres existent uniquement en anglais. Uniquement en anglais. Et c'est une chose qu'on devrait changer, à mon avis.